Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur la 3. Ravi de vous retrouver. Nous sommes donc présents pour le dernier numéro de la semaine avant le début du week-end. Et alors, je vous donne le sommaire. Au sommaire du dernier numéro de la semaine de la Grande Team, on vous propose LGT News. Ces célèbres sportifs qui fêtent leur anniversaire chaque 4 ans, on en parle dans sa buzz. On s'intéresse aux 2 matchs amicaux de la sélection ivoirienne, respectivement contre le Bénin et l'Uruguay ce mois de mars. Ces tests vont-ils permettre à nos pachydermes de se bonifier? L'analyse de nos invités tout à l'heure. Bon début de week-end sur la 3. Alors ce soir, oui, on s'intéresse aux 2 matchs amicaux des éléphants. Et bien sûr, la question LGT, justement, concerne ces 2 matchs. Le Bénin et l'Uruguay peuvent-ils permettre aux éléphants de se bonifier? Pour nous répondre, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Et vous pouvez aussi toujours nous écrire sur la page Facebook de la 3. Voilà, donc ce soir, pour les 90 minutes à venir, je ne serai pas seule, bien sûr. Je serai accompagnée de Roger Stéphane, de coach Kwadio Georges, de coach Kone Yaya et aussi de José Diati. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Oui, coach Kwadio Georges, vous voulez terminer quelque chose? Bonsoir. Oui. Bonsoir, la plus belle dame. Vous avez toujours un mot bien aimable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Roger Stéphane, ne me regardez pas comme ça. On est vendredi. Bonsoir. On est vendredi, voilà. Bonsoir. Bon, on espère passer une agréable soirée en votre compagnie, très chers téléspectateurs. Donc, n'oubliez pas, vous aurez donc la question LGT. Le Bénin et l'Uruguay peuvent-ils permettre aux éléphants de se bonifier? Le 27 21 59 93 99. Et aussi, sur la page Facebook de la 3, continuez de nous écrire. Voilà, on débute avec la première rubrique et c'est LGT News. LGT News. Ouvrons les news de ce vendredi avec l'athlétisme. Marie-Josée Talou fixe ses objectifs pour Paris 2024. Marie-Josée Talou ne manque pas d'ambition pour les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Âgée de 35 ans, la sprinteuse ivoirienne croit dur comme fer à une médaille olympique. C'est en tout cas ce qu'elle a laissé entendre. Objectif podium, objectif médaille d'or. Je vise une place sur le podium et une médaille d'or parce que je ne veux pas quitter mes derniers Jeux Olympiques sans décrocher une médaille. Je sais qu'avec les courses individuelles et le relais 400 mètres féminin, on va se donner à 100% pour y arriver, a-t-elle affirmé sur les bords de la lagune Ébriée. Marie-Josée Talou s'entraîne sur la piste du stade Félix Houphouët-Boigny. LGT News. Sport paralympique. Les éléphants paralympiques en Tunisie. Les éléphants paralympiques se sont envolés hier pour la capitale tunisienne où ils prendront part au 18e meeting international handisport de Tunis. Bien que confrontée à d'énormes difficultés financières, la fédération a consenti des efforts pour permettre à la délégation ivoirienne, composée de 5 athlètes, d'effectuer le déplacement. C'est au stade RAD qu'ils vont défendre les couleurs nationales au cours de ce tournoi qui a débuté hier et qui s'achèvera le 8 mars prochain. L'objectif pour la sélection ivoirienne est de revenir de cette expédition avec des breloques. Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance. Voilà, donc vous suivez votre émission La Grande Team, votre émission sportive. Et nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. On commence maintenant avec le débrief des news. Donc Roger Stéphane, avec vous, on parle de Marie-Josée Talou. Oui, les ambitions de notre Marie-Josée Talou, notre grande championne du sprint ivoirien, j'ai envie de dire mondial également. Oui. C'est l'une des meilleures athlètes au monde, c'est connu. Elle prépare les Jeux Olympiques de Paris. Objectif, elle dit, médaille, podium, médaille d'or. Bon, c'est très bien. C'est une déclaration forte et on veut y croire. On veut y croire parce qu'elle est déjà passée à côté de 2 grandes compétitions, notamment les derniers JO, je crois, de 2016 et de 2020. Et puis, c'est une championne qui très souvent manque quand même ce rendez-vous-là. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait un commentaire sur elle, disant que Marie-Josée Talou, quand on l'attend, elle déçoit. Quand on ne l'attend pas, elle séduit magnifiquement. Ça va faire un tollé sur les réseaux sociaux. Mais mes propos avaient été un peu confirmés sur les derniers mondiaux. Elle avait dominé la Diamond League. Elle avait les meilleures performances. Elle était en pleine forme. Mais dès qu'elle est arrivée au mondial aux États-Unis, elle est complètement passée à côté de la compétition. Aucune médaille. Elle a fait 4e au 100 mètres. Elle a terminé parmi les dernières pour le 200 mètres. Donc,
j'ai eu un peu raison, mais c'est un peu dommage. Mais j'ai envie d'avoir raison encore. Parce qu'en ce moment, on ne compte pas beaucoup sur elle. On a tellement vu échouer des peu sur le podium derrière les Jamaïcaines et les Américaines qu'après, nous on s'est dit, est-ce qu'elle va y arriver un jour? Donc, à la vérité, aujourd'hui, on n'y croit pas beaucoup. Mais c'est là que j'ai envie d'avoir raison encore. Comme on n'y croit pas, si elle pouvait réaliser un exploit magnifique, ce serait formidable pour elle et pour le pays. Elle est en train de se préparer en ce moment. Elle a du courage, elle a de la volonté, elle a de la qualité. C'est une grande championne, une dame très aimable. Mais on a envie de la voir marquer ce coup qu'on attend aux Jeux Olympiques. Elle a 35 ans, ça va être sa dernière compétition. Bon, on espère que les moyens sont mis à sa disposition et qu'elle ira à Paris, en France, pour nous ramener enfin une médaille aux Jeux Olympiques. Ce serait tout à fait mérité pour Marie-Josée Talou. Donc, on attend le début de la compétition. Championne, tu as tout notre soutien. On t'accompagne. Bravo, félicitations et bonne suite de carrière. Effectivement, Marie-Josée Talou qui travaille très dur justement pour ramener des médailles à la Côte d'Ivoire. On lui souhaite donc bonne chance pour la suite de sa carrière. Aussi, des éléphants capables de nous ramener d'autres médailles. Il s'agit des éléphants paralympiques qui sont partis en Tunisie depuis hier. Mais bon, un peu difficilement quand même, coach Koneyaya. Oui, un peu difficilement. Et ça, je pense que pour une nation comme la Côte d'Ivoire, c'est des choses que nous ne devons plus voir à ce siècle. Je pense qu'il faudrait que le sport en Côte d'Ivoire ait une place assez privilégiée. Lorsque nous voyons récemment avec le sac des éléphants comment on a vu le peuple ivoirien enthousiasmé, le peuple ivoirien heureux, cette cohésion nationale que nous avons tous vécue. Je pense qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire doit plus se pencher sur le sport en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas normal que des athlètes paralympiques aient du mal à pouvoir se rendre à cette compétition. Je pense que notre État est plus sérieux que cela. Et franchement, j'en appelle donc à nos autorités politiques que véritablement une politique du sport réelle soit vraiment pensée en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas la mise en place d'une agence nationale du sport, comme ça s'est fait en France. Une agence qui aura un caractère d'intérêt public et dont l'objectif sera d'organiser et de financer le sport en Côte d'Ivoire. Et au sein de cette agence, nous pourrons avoir une pluralité de personnalités telles que nous pourrons avoir les mouvements, les collectivités, les mouvements collectifs du sport, où on pourrait aussi avoir la présence des représentants des fédérations, des représentants de clubs, des représentants de l'État pour vraiment organiser le sport. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que nos autorités se penchent sur toutes les disciplines qui peuvent aller représenter valablement et dignement notre nation. D'accord. Coach Koneyaya, on va dire là, c'est un coup de gueule. Là. Un coup de gueule. D'accord, ok. Bon, je pense que c'est bien entendu. Et justement, les éléphants paralympiques qui se sont volés hier pour la capitale tunisienne, nous prendrons part au 18e meeting international handisport de Tunis. Donc, bonne chance justement aux éléphants paralympiques. Et on poursuit donc dans le débrief des news et on parle justement, José Diati, avec vous, du coach, du nouveau sélectionneur de l'équipe de l'Algérie. Ah oui, le nouveau Vladimir Petkovic qui est arrivé en remplacement de Belmadi. Il faut dire que c'est un nouveau sélectionneur qui met les pieds dans les plats en Afrique. Et vous allez constater qu'il ne va plus repartir parce que généralement ceux qui viennent ont des difficultés à repartir parce qu'ils prennent goût vraiment à l'engouement du public africain et des compétitions africaines. Et vous constaterez aussi que de la Suisse, d'où il est parti en tant que sélectionneur, il a considérablement baissé son salaire pour venir entraîner la sélection algérienne. Je crois il va toucher autour de 88 millions de francs CFA. Et justement, son objectif, je pense ici, c'est le mondial. C'est le mondial. Les sélectionneurs, surtout expatriés, viennent dans les saisons où nous sommes proches du mondial. D'abord pour une visibilité. Ils viennent à cause du mondial pour une visibilité. C'est pourquoi ils consentent tous ces sacrifices-là pour venir entraîner l'Algérie et se relancer
et se faire voir à partir du Mondial 2006 qui arrive. Mais il faut noter aussi le bon travail qui a été fait par Belmadi. Il faut noter le beau travail qui a été fait par Belmadi qui est parti. Et je lis souvent aussi des gens qui disent que les sélectionneurs nationaux remportent des trophées. Ils ont parlé du cas de Belmadi en Algérie, le cas de Faye Mers ici, le cas de Aliou Cissé. Moi, j'ai dit Aliou Cissé au Sénégal, mais ce pas des entraîneurs locaux. Pour moi, ce ne sont pas des entraîneurs locaux. Ah bon, pourquoi? Oui, parce que Faye est ivoirien, mais ce n'est pas un entraîneur local. Parce qu'il ne vient pas dans les conditions dans lesquelles on prend les entraîneurs locaux ici. Le Claude Kouadio est là. Et quand il entraînait, je ne suis pas sûr que si Kouadio demandait 50 millions, on allait lui donner les 50 millions. On a vu ici les conditions dans lesquelles ils ont travaillé. Donc, ils viennent, ce sont des entraîneurs qui ont été formés ailleurs, qui viennent avec leur expertise. Contrairement à nos locaux ici, qui ont été formés ici, qui savent prendre de l'expertise ailleurs, qui ont le même niveau que ceux qui viennent, mais quand ils reviennent, mais ils ne sont pas mis sur le même pied d'égalité. Donc, il faut faire la nuance entre entraîneur local et entraîneur d'origine du pays. D'accord. Le thème approprié, c'est national. Ça, c'est un autre... Le thème approprié, c'est national. C'est un autre débat. Voilà, on va poursuivre, donc, messieurs, avec justement bonne chance à Petrovic. Voilà, et on poursuit justement avec lui, un nouvel entraîneur de l'Algérie. Coach Kouadio Georges, on en parle. Comme il a dit, les entraîneurs expatriés, ils arrivent vers les saisons où on doit jouer le mondial. Ils arrivent et puis ils vont chercher certaines visibilités pour pouvoir rester le plus longtemps possible. Mais il faut faire attention. Quand on parle de l'Afrique du Nord, le plus souvent, eux, ils ont du caractère. Les entraîneurs, quand vous avez duré, c'est que vous avez vraiment fait du beau travail. Sinon, ils ne vous gardent pas parce que vous êtes expatrié, mais ils vous gardent parce que vous avez eu les résultats escomptés. Et donc, il faut voir Vladimir jusqu'à la fin, s'il pourra rester longtemps. Parce que moi, je sais que c'est dans le Maghreb, c'est chaud bouillant. Mais je suis un peu étonné quand même que l'Algérie n'ait pas privilégié la piste d'un entraîneur, d'un national, hein, comme Belmadi. Je dis, ça a bien marché avec Belmadi quand même. Il a fait de belles campagnes, il a gagné la CAN. C'est un peu produit lui-même de la sélection. Bon, ils auraient pu peut-être continuer là-dessus. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés chercher un expatrié. À partir du moment où ils disaient qu'ils avaient des problèmes de finances, ils voulaient prendre quelqu'un qui n'est pas très très cher. Ouais. Là, vous avez parlé de 80 millions. C'est ça? 80 millions de francs CFA, c'est beaucoup. Vraiment, j'avoue que les grandes nations de football, comme l'Égypte, l'Algérie et autres, devaient être le porte-flambeau de cette politique nouvelle qui fait la part belle aux techniciens venus du pays, qui sont des enfants du pays, pour leur donner cette chance. C'est très bien. Ça a marché avec l'Algérie Belmadi, ça a marché avec Aliou Cissé, ça a marché chez nous ici avec Faye Mers. Je pense qu'on devrait peut-être nous tous faire, je dis d'un commun accord, faire cette révolution et puis faire confiance aux entraîneurs nationaux. Sur ça, je pense que l'Algérie, qui est une grande nation de football, si ça me déçoit un peu. D'accord. Bon, pour l'instant, l'Algérie a fait son choix et c'est Petkovic. Bon, nous, on marque une petite pause, hein, mesdames, messieurs, ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes, on se retrouve pour la suite de la Grande Team. Allez, à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et nous passons une agréable soirée avec vous, mesdames, messieurs. Nous sommes en direct surtout sur la 3. On commence maintenant avec Focus. Alors pour le focus de ce soir, nous parlons de la Ligue 2. Comme prévu, hein, la deuxième phase de la Ligue 2 est effective depuis ce vendredi sur la 3. Votre chaîne préférée vous a offert donc 2 matchs, à savoir l'Amphira ADFK 0-0 et la seconde opposition entre l'Africa Sport et Sirocco qui s'est soldée sur la victoire de l'Africa Sport 1-0. Bon, Roger Stéphane, bon, on a pu regarder ces 2 matchs. Oui, évidemment, c'était en direct sur notre chaîne. Eh bien, l'Amphira ADFK, ça a été un bon petit match, bien rythmé, un peu équilibré dans l'ensemble. Mais la seconde période a vu une légère domination de l'équipe de l'Amphira qui s'est créé de nombreuses occasions, mais qui malheureusement n'a pas réussi à concrétiser. Le match a été sanctionné par un match nul 0-0. Et sur ce match nul, c'est une excellente opération pour l'équipe de ADFK qui occupe provisoirement la tête de la poule B avec 21 points, en entendant évidemment le match de l'ancien leader, l'équipe de OSA,
On a assisté à un bon match. Et puis, il y a eu ce match que tout le monde attendait. C'était le début pour la phase de retour du leader de la poule A de l'Africa Sport d'Abidjan qui a 26 points, qui fait une très belle saison. C'était face à Sirocco. C'est parti très, très vite. Sirocco semblait dominer légèrement le début de jeu, mais c'est l'Africa qui obtient un penalty vers la 10e minute. C'est une faute, sur un penalty un peu litigieux qui a fait beaucoup parler. Mais enfin, bref, Série Ange l'a transformé. On revoit l'action donc du penalty. Le ballon part de la Série Ange dans la surface de réparation. Est-ce qu'il est touché? Est-ce qu'il n'est pas touché? Dans tous les cas, l'arbitre a indiqué le coin du penalty. Il y a un léger contact. C'est qu'il y a un penalty. Ouais, il y a un léger contact. Mais oui, l'arbitre a décidé qu'il y a penalty. Il est le maître du jeu. Série Ange va se faire, je crois, justice lui-même. Série Ange Messi. Voilà, Messi, évidemment. Il va transformer ce penalty. À la pause, voilà, il part. Penalty. Il n'y a pas la VAR, c'est nous qui sommes la VAR, justement. Donc, Série Ange qui part, plat du pied, et puis il marque ce penalty. À la pause, l'Africa mène 1-0. La seconde période est tout aussi belle. L'Africa déroule, Série Ange, à Bourgois, Kanté, Sekou. Ça joue bien du côté des Verts Rouges, poussé par un superbe public. Ouh là là, ce public de l'Africa Sport d'Abidjan. Finalement, 1-0 pour l'Africa face à Sirocco. Et les Verts Rouges confortent leur solide position de leader dans cette poule A avec 29 points. L'Africa, tout doucement, est en train de peut-être venir en Ligue 1. Bon, donc par rapport à ce match, oui, coach, il a tout bien fait. Sauf son peut-être. Sauf la fin, sauf le peut-être. Sauf le peut-être. Bon, est-ce qu'il y avait penalty ou pas dans ce match de l'Africa, coach Koneyaya? Bon, écoutez, je pense que lorsqu'on voit l'action, on voit bien l'attaquant de l'Africa et voilà, tout de suite qui hérite de ce ballon-là. Voilà, qui va s'engouffrer et on le voit tout de suite pris en sandwich par les deux défenseurs voilà, de Sirocco. Donc pour moi, il y a contact, pour moi, il y a penalty. Il y a penalty, voilà. Donc l'Africa, on peut dire pour l'instant, est-ce que l'Africa vous rassure pour la suite de la compétition? Bon, Roger Stéphane est rassuré, coach Kwadjo Georges, et vous? Oui, mais moi je suis rassuré parce qu'une équipe, quand on arrive à ce stade-là, il faut gagner. La manière importe peu, il faut gagner pour arriver en tête et puis il faut gagner pour être en tête et puis arriver en première division. Et puis voilà, maintenant on peut recruter, on peut avoir une autre organisation. Mais pour l'instant, il faudrait que... là, l'arbitre est très proche de l'action. Il a vu qu'il y a eu un contact. Voilà, il a vu le pénalty. Moi, je pense que Série... Non, je viens pas... Non, mais c'est son avis, Roger Stéphane, s'il vous plaît. Regardez là, il glisse. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Allez-y, coach Kwadjo Roger, Georges. s'il te plaît, tu as vous déjà qui avez fait la ton parole, commentaire. voilà. J'ai la parole, s'il te plaît, Roger. L'arbitre a dit qu'il y a pénalty. Ils ont mis le pénalty. Il n'y a pas eu de VAR. C'est au fond des filets. L'Africa a mené 1-0 et a gagné le match 1-0. La vie continue. Voilà, la vie continue. Et on poursuit donc, José Diati, on a pu voir une équipe de l'Africa beaucoup plus confiante là? Oui, beaucoup plus confiante, mais moi je dis toujours qu'avec l'Africa, il faut attendre toujours la dernière journée. Parce qu'avec ce que cette équipe nous a montré la saison dernière, où la première division était vraiment à portée de crampons et puis on laissait filer. Il faut attendre jusqu'à la dernière minute. Sinon, l'Africa est bien parti. Et je pense que c'est la poule A qui anime un peu ce championnat de deuxième division. Donc, pour moi, avec Iska qui vient jusqu'à... qui a une belle équipe aussi. Il y a Bassam qui est troisième. Qui a une belle équipe, voilà. Dans cette même poule, avec Yamoussoukro et autres. Vous voyez, il y a beaucoup vraiment d'attrait lorsque ces équipes-là jouent. Et c'est déjà bon pour le championnat ivoirien. Bon, quant à moi, pour moi, ici, il y a pénalty, c'est indiscutable. Il y a pénalty. Il y a bien pénalty, voilà, il y a bien pénalty et l'arbitre a donné un pénalty donc en faveur de l'Africa. Qui a sifflé le pénalty, donc il y a pénalty, c'est le maître du jeu. Voilà, exactement. Vous avez très bien dit, coach Kwadjo Georges. Mais qu'est-ce qu'il faut justement préconiser à l'entraîneur de l'Africa Sport pour pouvoir réussir cette montée en Ligue 1, coach Koneyaya? Bon, moi je pense que déjà, ça fait 2 ou 3 ans que l'Africa tente de remonter en Première Ligue. Je pense que fort de toutes ces expériences-là aujourd'hui, l'Africa doit puiser d'ailleurs dans ces expériences-là parce que tout à l'heure, Koulidiati disait qu'il attend l'Africa sur les derniers matchs. Mais je pense que l'Africa a dû tirer les leçons de la dernière saison. L'année passée, on sait comment est-ce que, et à la dernière minute, l'Africa devait monter, a loupé de si peu la montée. Mais je pense que l'expérience est là. Et cette année, cette saison, quand on voit cette équipe de l'Africa jouer, elle est plus cohérente.
il n'y a plus de cohésion et on sent aussi l'environnement très apaisé de l'Africa Sport. Et ça, c'est très important. Ouais. Je pense que le président Tiotian Assis et son bureau ont dû trouver les moyens pour amener tous les membres associés à regarder dans la même direction, à se donner la main pour que cet Africa-là puisse rebondir. Le micro. Voilà, pour que cet Africa-là puisse rebondir très rapidement dans le championnat de Ligue 1. Pour ma part, je pense que le conseil que je peux dire à l'entraîneur tout de suite, c'est de garder le cap, c'est de rester concentré. Aujourd'hui, je l'ai trouvé un entraîneur très concerné, très concerné par ce qui s'est passé sur le terrain, très concentré, et il était dans son match. Et je pense que la meilleure des choses, c'est cela, c'est de vraiment continuer de croire, de faire travailler ses enfants, de rester dans l'objectif qui a été fixé. Je pense que cette année, l'Africa pourra atteindre ses objectifs qui est la montée. Non, c'est-à-dire que quand même, il y a des éléments qui ont changé avec cette équipe de l'Africa par rapport aux deux dernières saisons. Les 2 dernières saisons, quand l'Africa virait à la pause, l'Africa était 3e. Cette année, l'Africa vire à la pause avec une position de leader, avec 26 points. C'est une position confortable. C'est la meilleure équipe de la première phase du championnat. Deuxièmement, vous avez une équipe de l'Africa qui a un bel effectif. L'effectif de l'Africa cette année ressemble à un effectif de Ligue 1, ce qui n'était pas le cas sur les 2 dernières saisons. Et ça, on le doit à Roger Boli, le directeur sportif, qui allait puiser, chercher des garçons qui étaient en Ligue 1 pour beaucoup et qui aujourd'hui sont en Africa. Donc ça joue mieux, c'est plus costaud, il y a du gaz. Troisièmement, c'est que cette année, l'Africa a déjà battu tous ses adversaires directs. Les Verts Rouges ont battu tous les adversaires directs. Ceux qui sont prévus jouer la montée contre l'Africa ont été battus par les Verts Rouges, c'est très bien. Je crois qu'ils ont 9 victoires. En 12 matchs. Donc c'est très bien. C'est une équipe qui est en pleine confiance, qui joue bien. Et puis derrière, voilà, et puis derrière, vous avez un superbe public qui ne démord pas, qui adore cette équipe, qui est toujours là. On les a vus encore cet après-midi sur les différentes actions de Messi en train de pousser la formation. Je pense que oui, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Mais comme a dit Djati, et je suis d'accord, je le dis souvent, attendons la fin de la saison. Elle est encore longue parce que c'est très souvent là-bas que l'Africa a pêché. Mais pour l'instant, tout va très bien du côté des Verts Rouges. Alors, dans ce cas, voyons, messieurs, le programme de la 12e journée de la Ligue 2. Voilà, donc la poule A. Alors, samedi 2 mars, c'est-à-dire demain, Adiaké sera face à Issiawazi. Issiawazi qui est 3e de la poule de l'Africa. Aboasso sera face à Yamsokro. US Fermier face à l'équipe de COB. Yamsokro et Boafé sont des équipes également qui vont jouer la montée. Dimanche, on a Iska contre Donkov. Iska, c'est le 2e derrière l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Et puis lundi, il y a l'équipe de l'USC Bassam qui affronte la formation de Kyologo. Kyologo que beaucoup avaient annoncé comme une équipe qui allait jouer les premiers rôles cette saison, mais qui est un peu en dedans. Mais attention, ce n'est pas encore fini. Là, on attend encore de voir la suite de la compétition. Bien sûr. Et dans la poule B? Alors, dans la poule B, l'autre poule qui est, on ne va pas dire dominée, qui est légèrement menée par l'équipe de Oza. Samedi, c'est-à-dire demain, CW Sport de San Pedro contre l'Entente sportive de Benjerville. 2 anciens pensionnaires de la Ligue 1. Agi qui sera face à l'équipe de Oza. Oza, c'est l'ancien leader qui a un match à moins, qui a 20 points. L'équipe de, on l'a vu tout à l'heure, de ADFK à 20 points. Et puis dimanche, le 3 mars, on a 2 matchs également. Boaké face à Efim. Efim, ancien pensionnaire, un peu en difficulté. Et puis Air Standard face à WAC. Air Standard, ancien champion de Côte d'Ivoire, qui est en Ligue 2 face au WAC, qui lui aussi est un ancien pensionnaire. Donc il y a de très belles affiches, vraiment de très belles affiches pour cette journée au niveau de la Ligue 2. Bien sûr, des matchs qui seront retransmis en direct sur, bien sûr, les antennes de la 3. Est-ce qu'il y a des rencontres qui promettent des étincelles? Coach Kwadjo Georges? Ben oui, quand vous voyez Tanda déjà, Tanda qui a été champion de Côte d'Ivoire, et qui doit jouer contre... Est-ce qu'on peut voir le tableau avec Tanda qui joue avec le WAC. Voilà, avec le WAC, voilà, justement. Contre le WAC, tout le monde sait ce que le WAC a représenté il y a 2 ou 3 ans en Côte d'Ivoire. C'était une très belle équipe avec Tanda. Je pense que c'est de très beaux matchs qu'on va voir. On va voir aussi, comme le disait Roger ici, les anciens pensionnaires de la première division, le CW et puis CW Sport et puis Benjerville, quand même. Et puis il y a Oza et puis Agi. C'est du 50-50. Je pense que tout le monde... Je demande à beaucoup de gens de venir voir ces matchs-là, de venir encourager ces équipes parce qu'il y aura du beau football.
Voilà, il y aura donc du très beau football. Vous pourrez donc voir aussi tous ces matchs. N'oubliez pas sur les antennes de la 3. Bon, messieurs, maintenant, on va passer à ce qui crée le buzz. C'est dans Ça Buzz. Alors, dans le Ça Buzz de ce soir, nous parlerons donc de ces célèbres sportifs qui fêtent leur anniversaire chaque 4 ans. Hier, c'était le 29 février, donc des milliers de personnes, parmi lesquelles figurent des sportifs de renom, ont célébré leur anniversaire. Elles vont cependant attendre 4 ans encore avant de fêter leur anniversaire à nouveau. Bon, on regarde ce témoin et après, on en parle sur le plateau de la Grande Team. Un peu étrange quand même, bon, mais c'est un fait réel, célébrer son anniversaire chaque 4 ans. José Diati. Oui, ce sont des années bissextiles, comme on dit. Oui. C'est quand même un peu rare. Et vous voyez qu'on n'en trouve pas beaucoup, les sportifs et même les personnes nées le 29. Mais pour moi, ces personnes-là, et j'en ai connu une ou deux, ces personnes-là fêtent le 28. Le 28. D'accord. Ces personnes fêtent le 28. D'accord. Et lorsque l'année bissextile arrive et que le 29 arrive, ça devient un anniversaire un peu plus spécial. Voilà. Et je connais même 2 ou 3 pays, je crois la Taïwan, je connais 2 ou 3 pays, je crois Taïwan, qui ont décidé de supprimer la date du 29 dans leur calendrier. C'est-à-dire tous les enfants nés le 29, on les inscrit au 28. Au 28, voilà, on les inscrit pour éviter des frustrations plus tard. Quand ils sont nés le 29, on les inscrit le 28. Voilà. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont en train d'être faites, mais je pense aussi que c'est un peu particulier. Ça peut donner un charme aussi à cette célébration. Moi, je préfère retenir le côté où ça donne le charme à cette célébration beaucoup plus que du côté de la frustration. Voilà. Coach Georges, et vous? Oui, moi, je suis très heureux de voir qu'il y a des gens qui sont des personnes spéciales. Vous êtes né le 29 février. Le 29 février, c'est votre date. Vous attendez 4 ans. Vous préparez sur 4 ans pour faire un anniversaire qui ressemble à 4 ans d'anniversaire. C'est beau comme ça. Mais dire que, parce que vous êtes né le 29 et on va dénaturer pour vous ramener au 28, ce n'est pas naturel. Ce que Dieu vous donne, vous le prenez avec joie. Vous êtes heureux d'être né le 29. Vous êtes spécial. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Pourquoi est-ce qu'un État pourrait changer la date de naissance d'un individu? C'est méchant. Dieu a voulu qu'il soit là le 29. Et il va fêter chaque 4 ans. Chaque 4 ans. 4 ans. Il appelle toute la famille, les amis, tout le monde. 4 ans, ils sont heureux. Mais on attend encore 4 ans avant de fêter. C'est pas aussi normal. Mais voilà, pourquoi c'est une personne spéciale. Mais je dis, c'est des personnes, c'est des personnes spéciales. Moi, je trouve que c'est un petit charme quand même. Un grand charme. Voilà, parce que c'est pas tout le monde non plus qui célèbre son anniversaire chaque année. Certaines personnes, à la rigueur, font peut-être cumuler quelques années pour le faire. Moi, particulièrement, je ne célèbre pas mon anniversaire chaque année. J'attends de cumuler des années. Non, vous ne faites pas la fête, mais au moins, c'est votre anniversaire. De façon symbolique. Voilà, quelqu'un vous appelle quand même pour vous souhaiter. Mais je dis, attendre chaque 4 ans, il y a un certain charme. Si c'est très beau, vous êtes particulier, vous êtes spéciaux, vous n'êtes pas comme les autres. Vous savez, certains sont nés le 31 décembre, d'autres sont nés le 1er janvier, d'autres sont nés à Noël, etc., etc. Ça donne un cachet spécial à votre personnalité. Je dis quand même, il y a un suspens, il y a beaucoup de beauté quand même. C'est vrai que, bon, la frustration, moi je ne vois pas trop, je ne suis pas vraiment d'accord avec le coach. C'est charmant, c'est intéressant, ça vous met à part, ça vous distingue, vous n'êtes pas des autres. Voilà, donc, moi je trouve que c'est très bien. D'accord, messieurs. Et à part ces sportifs, justement, qu'on a cités dans l'élément tout à l'heure, est-ce qu'il y a des personnes que vous connaissez? José Dati a déjà dit qu'il connaissait certaines personnes, en plus, qui fêtaient leur anniversaire le 28. Coach Koneyaya, vous connaissez des gens? Non, je n'en connais pas. Le 29. Je n'en connais pas. Non, il n'y en a pas dans mon entourage. Non. Et Coach Georges? C'est des personnes rares. Il faut aller les chercher. En tout cas, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 29 février, qui ont pu célébrer justement leur anniversaire hier. Voilà. Bon, on termine pour ce qui crée le buzz de ce soir. On marque une petite pause. Messieurs, si vous permettez, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'émission. Allez, à tout de suite.
Nouvelle semaine, nouvelle étape de la Ligue des Champions d'Asie. Pour les quarts de finale, 8 clubs parmi lesquels Al Nassr de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané, Al Hilal de Yacine Bonou et Kalidou Koulibaly, sans oublier Al Ittihad de Karim Benzema et N'Golo Kanté, sont encore en course et peuvent prétendre à la victoire finale en direct sur la 3. Quart de finale aller de l'AFC Champions League, lundi 4 mars 2024. Al-Ain des Émirats Arabes Unis, Al Nassr d'Arabie Saoudite à 16h. Prise d'antenne, 15h30. Mardi 5 mars 2024. Al Hilal d'Arabie Saoudite, Al Ittihad d'Arabie Saoudite à 18h. Prise d'antenne, 17h30. Mercredi 6 mars 2024. Shandong Taishan de Chine, Yokohama FM du Japon à 10h. Prise d'antenne, 9h30. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Allez, nous sommes donc de retour sur le plateau de la Grande Team avec la belle équipe de ce soir, toujours accompagnée de coach Kwadjo Georges, Oui. de Roger Stéphane, de coach Kone Yaya et de José Djati. Voilà, messieurs. Bon, le téléphone est ouvert, très chers téléspectateurs, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. À présent, parlons donc du sujet principal de l'actu avec la question LGT que je vous donne. Le Bénin et l'Uruguay peuvent-ils permettre aux éléphants de se bonifier? Allez, allons pour l'actu. Auréolée de son titre de champion d'Afrique, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire affrontera en amical le Bénin et l'Uruguay les 22 et 28 mars prochains en France. Ces adversaires peuvent-ils lui permettre de s'améliorer? La question LGT, le Bénin et l'Uruguay peuvent-ils permettre aux éléphants de se bonifier? Messieurs sur le plateau, à vos panonceaux, un oui ou un non? Un oui pour coach Kone Yaya, un oui pour Roger Stéphane, un oui pour coach Kwadjo Georges. Moi, je suis à travers. Non, il n'y a pas de travers. Il n'y a pas de travers. Ici, c'est non, Donc, oui. oui ou non? Donc, un oui pour tout le monde sur le plateau. J'expliquerai pourquoi j'ai mis le panneau à travers. Ben, du coup, on va commencer par vous et vous permettre d'expliquer. Ah bon, ok. Oui. En fait, j'ai mis le panneau à travers parce que c'est deux adversaires carrément différents. Voilà, parce que l'Uruguay, c'est classé 11e au classement FIFA. C'est pas la même dimension que le Bénin. Le premier panneau qui a été mis à travers, c'est par rapport au Bénin. Voilà, je pense qu'on y va pour nous remettre encore en confiance. Voilà, après une canne rapportée. Non, mais attention, José Djati, il Non, n'y a plus de c'est fait exprès. Ouais. C'est fait exprès. Les adversaires choisis sont faits. C'est comme, je passe sur le comptoir du coach, et vous allez en préparation pour une grande compétition, vous avez 3 matchs amicaux, les 2 premiers matchs amicaux sont des costauds, le dernier match, c'est une équipe de seconde zone. Pour que les joueurs se remettent en confiance, vous voyez les derniers matchs, généralement c'est les 4-0, les petites équipes. Donc, on sort d'une compétition, on a été champion. On ne peut pas aller rencontrer l'Uruguay directement. Voilà. On rencontre d'abord une équipe avec laquelle on peut remettre tout à zéro, Je comprends bien. prendre la confiance et repartir maintenant rencontrer les Uruguay libres. Donc voici pourquoi. bien. Donc c'est 2 adversaires différents. Voilà. On aurait pu croiser l'Uruguay avant le Bénin, mais ce n'est pas le cas. Donc après être sorti d'une compétition comme la CAN où on a remporté, on va rencontrer le Bénin, qui est un adversaire plus ou moins abordable. Les joueurs vont se remettre en confiance pour repartir maintenant rencontrer un adversaire de haut calibre comme l'Uruguay. Voilà. D'accord. Donc, pour vous, bon, votre réponse est un peu ambiguë. Pas de oui, pas de non par rapport à la question LGT. Oui, pour moi c'est partagé. Je suis partagé. Parce que c'est 2 adversaires au calibre carrément différent. Et les objectifs du coach sont différents avec les 2 adversaires. Si on avait le Brésil et l'Uruguay, j'aurais dit non. Si on avait le Bénin et le Togo, j'aurais dit oui. Donc, c'est mitigé.
C'est bien Parce compris. que les adversaires ont été choisis après être sortis d'une CAN où on l'a remporté. Ce n'est pas fait sciemment pour aller rencontrer d'abord le Bénin, avant d'aller rencontrer l'Uruguay. L'Uruguay. C'est bien compris, José Diati. Bon, tous les autres ont dit oui, hein, donc coach Kone Yaya. Oui, pas d'ambiguïté pour vous. Oui, pas d'ambiguïté, dans la mesure où je pense que les deux adversaires, ces deux sparring partners, qui sont, c'est vrai, de niveaux différents, mais je pense qu'en ce qui concerne déjà le match contre le Bénin, pardon, contre le Bénin, je pense que c'est un match aussi important que le match de l'Uruguay. Parce qu'il n'y a pas de petit match au football. Il n'y a pas de nation aujourd'hui à négliger. Je pense que Genet Roy, qui était dans vos locaux ici oui, récemment, qui était consultant sur la 3 pendant la CAN, effectivement. C'est une personne formidable que tous les Ivoiriens ont appris à aimer quant à la justesse de ses analyses. C'est un entraîneur chevronné. C'est un entraîneur qui a fait... C'est vrai qu'avec le Bénin, ses statistiques, c'est 7 matchs, si je ne me trompe pas, 7 matchs, 5 nuls et 2 défaites. Il n'a pas encore fait de victoire avec la sélection béninoise. Mais c'est un gros travailleur, ce monsieur. Quand on sait ce qu'il a fait avec le Nigeria avant de venir au Bénin, on sait tous qu'il a conduit le Nigeria à la finale de la Coupe du Monde de la Russie. Et il a même, pendant les phases finales du mondial en Russie, il a même failli qualifier le Nigeria pour les quarts de finale. Nous disons que dans les derniers quarts d'heure où, comment on appelle ça, l'Argentine a scellé le sort des Nigérians, c'est dit qu'on a en face un entraîneur très chevronné, un sélectionneur très chevronné, qui a l'expérience de l'Afrique. Il a sa 5e nation. Il a d'abord entraîné le Gabon. Le micro. Oui, il a d'abord entraîné le Gabon. Après le Gabon, il a entraîné le Niger. Après le Niger, il a été sélectionneur du Burkina Faso. Ouais. Après le Burkina Faso, il a pris le Nigeria. Et enfin, aujourd'hui, il est avec le Bénin. Et aujourd'hui, le Bénin a bien envie de relancer son équipe. Donc, ce match contre la Côte d'Ivoire, le Bénin va le prendre à cœur. Ah. Ça, ils ne viendront pas dans la peau d'un petit, ça, rassurez-vous. Et en ce qui concerne l'Uruguay, je pense que ça, c'est notre palier, ça, c'est notre standing. Et je pense que nous avons besoin, et comme il a dit, là, je suis d'accord avec lui sur le fait que nous partons crescendo, voilà, supposé, voilà, c'est-à-dire qu'on commence avec une nation supposée. Et je ne suis pas de cet avis, parce que le Bénin peut nous battre, il nous a déjà battus. En match amical. Quand on parle des statistiques, c'est... Elle nous a déjà battu en match amical. C'était avec... En 2019. Avec Camara. Ouais. Voilà. Elle avait en son sein un certain Cessignon. Stéphane Cessignon dit qu'il a pris sa retraite. Sa retraite, oui. Oui, elle avait encore un certain Dossou, Jodet Dossou, qui est encore présent. Qui est encore présent sur le flanc droit de l'attaque béninoise. On a un certain Steve Mounier, qui joue au Stade Brétois, qui a 4 buts en Ligue 1. Un formidable attaquant, qui a un formidable jeu de tête. On a sur le côté un jeune Ivoirien qui vient d'intégrer dans l'équipe béninoise, du nom de Steve Warren Traoré. Un jeune Ivoirien voilà, qui vient de prendre un seul béninois. D'accord, tout ça pour revenir à la question LGT, pour vous, c'est oui. Pour moi, c'est oui. Voilà. C'est vraiment 2 adversaires qui vont permettre à Faye de pouvoir bien juger son équipe. Et ce sera peut-être l'occasion pour lui, pourquoi pas, de pouvoir essayer de nouvelles têtes. Voilà, très bien dit. Sur la page Facebook de la 3, on a un internaute qui nous dit normalement, contre le Bénin, Faye doit mettre une équipe complètement différente de celle de la CAN. Quelques joueurs connus qui n'ont pas participé à la CAN pour voir leur capacité d'intégration et des joueurs de la CAN qui n'ont pas joué ou qui n'ont pas été à la hauteur des ententes. Bon, il cite certains noms. Il dit donc Christian Kwame, Konaté Karim, Jonathan Bamba, Jérémy Boga, Amani Lazare. Car il y a eu des joueurs qui ont été à la CAN, c'était leur chance, mais qui ne méritent pas d'être dans cet effectif. Bon, c'est donc
son avis. On a aussi M. Camara qui nous dit tout à fait, désormais tous les matchs amicaux de la Côte d'Ivoire ne le seront que de nom. On est désormais l'équipe à abattre. En Afrique et le champion d'Afrique. Notre statut a changé et tous nos différents adversaires, quel que soit son niveau et son rang, voilà, voudront bien nous battre. Voilà. Voilà donc l'avis de certains internautes sur la page Facebook de la 3. Donc la question LGT, je redonne, hein, le Bénin et l'Uruguay peuvent-ils permettre aux éléphants de se bonifier? On parle donc des 2 matchs amicaux des éléphants à venir. Le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Coach Kouadio Georges, vous nous avez dit oui. Oui, j'ai dit oui parce que je vois les 2 équipes, c'est comme si on donnait du sucré et puis du salé par la suite. Et oui, parce que l'équipe du Bénin, quand même, est une très bonne équipe et a un très bon entraîneur. Derrière le Bénin, moi, je vois l'entraîneur, l'organisation qui va se mettre en place contre la Côte d'Ivoire. Et aussi, je pense que Faye, il vient, c'est pour une révision technique de son véhicule pour pouvoir bien rouler toute l'année. Ça veut dire qu'il va revoir son équipe qui a gagné, si cette équipe est en place, et maintenant mettre à 12 filets après tous ceux qui n'ont pas joué, qui n'ont pas été, parce que il a des objectifs à atteindre. Qualifier la Côte d'Ivoire pour la CAN, qualifier la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde. Donc là, il est en train de... Il doit avoir son équipe type. Ouais. Il doit toujours aller, parce que c'est le champion, tout le monde va se préparer à venir battre le champion. Donc, il ne va pas mettre tous ceux qui n'ont pas joué pour les mettre pour faire plaisir à des gens. Non, Faye n'est pas là pour faire plaisir. Il est là pour que la Côte d'Ivoire gagne et avance et toujours qu'on tienne la Côte d'Ivoire. On dit que voilà, c'est cette équipe-là qui a gagné la CAN. Donc, moi, je pense que ces 2 matchs qui seront bien corsés, comme l'Uruguay, c'est une équipe qui est physiquement en place, qui ne rechigne pas sur l'apport physique. Et la Côte d'Ivoire aussi va montrer qu'elle veut aller en Coupe du Monde. Donc, c'est rencontrer des équipes comme l'Uruguay, le Brésil, les équipes sud-américaines qui donnent vraiment une bonne réplique. D'accord. Coach Kouadio Georges, nous avons un appelant, donc je suis obligé de vous interrompre. On a un appelant de Divo. Allô? Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Je m'appelle Fulgence, je m'appelle de Divo. D'accord, j'ai retenu Fulgence qui nous appelle de Divo. Donc bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute. Le Bénin et l'Uruguay peuvent-ils permettre aux éléphants de se bonifier? Oui, pour moi, je sais qu'avec l'entraîneur Faye Metz qui a apporté... Excusez-moi, vous pouvez vous éloigner un peu du bruit, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous entendre bien distinctement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Oui, allez-y. Oui, bonsoir madame. Je salue tout le staff technique actuellement, tous les consultants qui sont là actuellement. Bonsoir. Pour moi, Faye et Metz avec l'équipe de la Côte d'Ivoire actuellement, l'équipe de Côte d'Ivoire est en train d'écrire son histoire dans le football africain. Voilà, face au Bénin, je sais que l'équipe de la Côte d'Ivoire peut créer quelque chose qui peut vraiment apporter de nouvelles à l'équipe nationale. Donc, face au Bénin, je sais que l'équipe de Côte d'Ivoire a son mot à dire. Voilà, ça c'est le premier point, à mon avis. Voilà, maintenant, face à l'équipe d'Uruguay. Uruguay, oui. Je sais que l'Uruguay, ce n'est pas une petite nation de football, mais je sais que Côte d'Ivoire, avec ses nouveaux talents tels que Adingra, c'est que Ousmane Diakité, je sais que c'est des joueurs qui peuvent créer la surprise, voilà. Il peut créer quelque chose. On a un mot à dire face à cette équipe d'Uruguay. Voilà, donc je sais que face à cette équipe d'Uruguay, la Côte d'Ivoire peut vraiment jouer, pour faire l'honneur. On peut se bonifier. D'accord. Voilà, okay. On a notre mot à dire. Donc, je sais que avec l'équipe de Côte d'Ivoire, on peut vraiment
jouer ce qu'on peut jouer. On peut créer quelque D'accord. chose. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Et votre avis est pris en compte. Donc le Bénin et l'Uruguay peuvent-ils permettre aux éléphants de se bonifier? Sur la page Facebook de la 3, on a Jean-Claude Yao qui nous dit « Bonsoir la team. Je pense que l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire a du potentiel et les ressources nécessaires pour faire de bons matchs. Aujourd'hui, nos pachydermes sont capables de rivaliser contre n'importe quelle équipe de la planète. Il suffit juste de s'appliquer, d'avoir la volonté, en considérant tous les matchs et les résultats suivront. Alors pour moi, notre équipe a la capacité nécessaire de se bonifier avec les deux équipes, à savoir le Bénin et l'Uruguay. Bonne émission à tous et à toutes. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude Yao. Roger Stéphane, on vous écoute. Non, je dis, c'est évident. Les matchs amicaux sont toujours importants. Ouais. Quand vous jouez un match amical, forcément, vous apprenez parce que vous faites des réglages, vous travaillez des combinaisons, etc. C'est connu depuis très longtemps. Donc, jouer des matchs amicaux, c'est bien. On finit la CAN, après on joue deux équipes. Après, si la qualité des adversaires, bon, l'Uruguay, on prend plus cette équipe, l'Uruguay, elle est 11e mondiale, 3e au niveau de la Confédération sud-américaine de football. L'Uruguay a gagné 2 Coupes du monde de football. En 1930 et en 1950, 57 face au Brésil au Maracana. Ça a été le scandale à l'époque pour les Brésiliens. Ils ont gagné 15 Copa América, 2 Jeux Olympiques, 24-28. Ils ont eu des joueurs légendaires, hein, Recoba, Godin, Forlan, Cavani, Suarez, etc., etc. C'est une grande nation de football. Quand vous jouez une équipe comme ça, forcément, vous élevez le niveau de votre jeu. Rappelez-vous d'ailleurs qu'on a déjà joué des équipes de ce type, mais il y a très longtemps. Sous Baumel, on a joué la France et l'Angleterre. On a perdu, on a fait un bon match contre la France, on a perdu sèchement face à l'Angleterre. Et quelques années après, on retrouve l'Uruguay. C'est très bien, c'est un bon adversaire qu'il faut aller chercher pour voir. En plus, c'est ce type d'adversaire qu'on aura en Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est la deuxième compétition qui vient après juste la CAN en 2025. Donc, c'est un formidable adversaire qui va permettre de juger véritablement de la qualité du niveau de nos garçons. On a joué Maroc, Nigeria, Sénégal, Mali. Maintenant, si on joue Uruguay, je trouve que c'est très bien. Maintenant, sur le Bénin, c'est un bon petit adversaire. Il n'y a plus de petites équipes maintenant sur le continent. Sur la dernière Coupe d'Afrique, Guinée équatoriale, Cap-Vert, des équipes qui ont fait sensation. C'est vrai que le Bénin n'était pas sur les 2 dernières CAN. L'équipe a fait, je crois, quart de finale en 2019. Ils ont été éliminés, ils ont été 3e de leur poule derrière Sénégal et Mozambique. Mais c'est une équipe qui a envie, qui est en train de renaître avec un sélectionneur ambitieux qui a scruté tous les matchs des éléphants et qui voudra venir réaliser un bon coup face aux champions d'Afrique. Oui. Donc forcément, ça va être un match assez intéressant. Maintenant, nous, pour aller à la CAN, on a joué Lesotho et Sierra Leone. Tout le monde a dit, mais ce n'est pas des équipes à jouer. On les a joués, on allait gagner la compétition. Donc, il n'y a plus de petites équipes. À mon avis, c'est 2 bons matchs, 2 très bons matchs. On a bien fait d'avoir ce type d'adversaire. Il y a un qui est africain, qui est un voisin un peu proche, qui nous permet de rester dans la tonalité du football africain, avec les éliminatoires de CAN 2025 Maroc qui vont évidemment commencer. Et puis, évidemment, l'optique de la Coupe du Monde avec l'une des grandes équipes au monde qui a gagné 2 Coupes du Monde. Je pense que c'est 2 adversaires qui viennent très bien, qui vont effectivement permettre à Faye, merci à ces garçons, de se bonifier avant d'entamer de façon officielle les autres compétitions qui arrivent. Très bien. Donc, vous avez parlé de la sélection béninoise. Justement, on a des journalistes béninois qui donnent leur appréciation de cette opposition entre éléphants et guépards. On écoute. Moi, j'ai eu la chance de voir tous les matchs de la Côte d'Ivoire pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe est vraiment sur une bonne dynamique. Par contre, le Bénin est sur une phase de reconstruction avec Guénot qui a incorporé dans cette équipe depuis maintenant 1 an qu'il la dirige beaucoup de joueurs issus de la génération des U20 qui ont fait la dernière Coupe d'Afrique des Nations U20. Et il s'agit surtout de réussir cette transition-là en se qualifiant pour la CAN Maroc 2025 et la Coupe du Monde 2026. Il y a des jeunes joueurs de talent comme Dodo Doku, Imouane Hassan, Junior Olaitan qui prennent un peu cette équipe à bras-le-corps. Steve Mounier, le nouveau capitaine. Donc on est vraiment sur une nouvelle phase et l'équipe essaye d'être un peu plus joueuse que par le passé. Bon, je pense qu'on aura un match assez ouvert. Aujourd'hui, il s'agit pour l'équipe de gagner en confiance parce que ça fait presque 2 ans, voire 13 matchs que le Bénin n'a pas décroché de victoire. Il faut retenir que ça va être une rencontre pleine d'enseignements pour les 2 nations, à commencer déjà pour les Guépards du Bénin, quand on sait qu'ils évoluent dans le groupe du Nigeria et de l'Afrique du Sud pour le cadre justement des qualifications pour le prochain mondial. Il va sans dire que cette rencontre va aller dans le schéma de se frotter aux adversaires d'un standing élevé ou proche
de celui de ces formations quand on sait bien sûr le parcours de ces deux nations lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations et quand on sait que l'équipe championne s'appelle la Côte d'Ivoire, je pense que dans la tête de Gernot Rohr, c'est très certainement élevé quand même le niveau de jeu pour permettre à ces poulains d'avoir le maximum d'arguments, d'être confrontés aux réalités des nations qui ont un standing un peu plus élevé que le leur et derrière leur permettre de se familiariser justement à ce type d'exercice face à un adversaire féroce. Et pour la Côte d'Ivoire derrière, ça risque d'être une rencontre où il va y avoir pas mal de surprises quand on sait que elle est l'équipe championne d'Afrique et quand on sait également que les adversaires en face connaissent le profil de la Côte d'Ivoire et savent désormais qu'elles doivent élever leur niveau de jeu et ce n'est jamais facile pour l'équipe championne de souvent se remettre de la victoire. Et on va voir comment les éléphants de la Côte d'Ivoire sortent de l'euphorie du titre de la Côte d'Ivoire, justement, de cette troisième étoile et comment ils arrivent à tenir le rang de champion d'Afrique. Parce que c'est une autre paire de manches et c'est un autre challenge qui commence après, justement, ce titre remporté avec brio. Il y a une équipe béninoise qui veut préparer notamment les éliminatoires de la CAN et de la prochaine Coupe du Monde. Et donc, il faut forcément s'attendre à une équipe ivoirienne qui va dans ce genre de rencontre, chercher tout de suite à marquer son territoire. Et de l'autre côté, une équipe béninoise qui va toujours chercher à se retrouver un tout petit peu sur le terrain avant de pouvoir marquer un but. Et quand on sait que les Guépards du Bénin, avec le public sportif béninois, ce n'est pas encore ça, il y a forcément à cœur pour nos Guépards d'aller montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose, donc dans ce genre de rencontre. Il n'y a plus de victoire depuis pour les Guépards, mais est-ce que face à la Côte d'Ivoire, ce ne serait pas l'opportunité de montrer qu'il y a valeur à faire quelque chose, qu'il y a valeur encore à prouver que cette équipe peut faire de belles choses. De toute façon, nous, on attend pleinement cette rencontre pour pouvoir vraiment juger le niveau des jeunes joueurs qui vont rejoindre donc le groupe. Certains ont déjà fait leur preuve. Je veux parler par exemple de Rachid Moumini qui a marqué un super but face à l'équipe sénégalaise ici au stade général Mathieu Kérékou. On a également vu la plupart de ces jeunes joueurs face au Mozambique lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est bien évidemment joué du côté de la Côte d'Ivoire. Le Bénin n'y était pas. C'est l'occasion de pouvoir essayer de battre le champion d'Afrique. Ce n'est pas impossible. La réalité, elle est sur le terrain et elle est véritablement possible de faire quand même un bon résultat donc face aux éléphants. Le Bénin est en pleine reconstruction, va essayer de lancer les jeunes, va essayer de tester les automatismes, d'allier de nouveaux joueurs notamment parce que c'est ce qui est vraiment attendu. Les cadres de l'équipe du Bénin sont vieillissants, sont majoritairement à la retraite et donc c'est une rencontre où Gernot aura besoin de se lancer dans le grand bain. Le Bénin a également besoin d'une victoire. On se rappelle de la victoire des éléphants, des guépards, face aux éléphants en 2019. C'était également en amical. Mais les temps ont changé, les choses ont changé, les sélectionneurs ont changé, la donne a changé au niveau des deux équipes. Donc, le passé, pour moi, ne compte pas trop, même si la Côte d'Ivoire également remporte la majorité des matchs du face-à-face entre les deux équipes. Maintenant, ce sera une rencontre toute nouvelle où les deux équipes ont leur mot à dire. On a vu de belles rencontres lors de cette CAN, de belles rencontres qui ont révélé beaucoup d'équipes, notamment le Cap-Vert et j'en passe. Donc, c'est également une rencontre qui peut tourner comme ça, à l'avantage des Guépards. Mais la Côte d'Ivoire reste favorite sur le papier. Voilà, donc on avait donc les journalistes sportifs béninois. Hein. Bon, messieurs, impression sur ces propos, Roger Stéphane? Non, écoutez, ils sont lucides, hein, parce que c'est deux éléments qui sortent de leurs propos.
Le premier élément, c'est que c'est une équipe béninoise qui est en pleine reconstruction, qui depuis 2 ans n'a pas réalisé grand chose. Donc elle est en quête de victoire, elle est en reconstruction, elle a des petits joueurs qui sont en train de monter progressivement, qui ont du talent, qui ont de la qualité. Le deuxième élément, c'est que c'est vrai que la Côte d'Ivoire est une très bonne équipe. C'est l'équipe championne d'Afrique, que forcément cette équipe-là va vouloir peut-être marquer un bon coup face à l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est pour la théorie. La réalité, ce sera effectivement sur le terrain. En face, vous avez une équipe ivoirienne qui est championne d'Afrique, qui normalement sortie d'une telle compétition est en pleine confiance, en pleine forme. Les garçons, vous les avez vu d'ailleurs, comment ils se comportent en ce moment avec le club. Donc on est dans cette dynamique-là qui peut nous aider. Et d'ailleurs, nous tous aussi, on a envie de voir le visage de nos éléphants sortis de la CAN. Est-ce que ce n'a pas été un parcours, excusez-moi l'expression, chanceux, ou une vraie équipe ivoirienne qui s'est réveillée et qui a joué. Donc on va voir la confirmation face au Bénin. Maintenant, Bénin, comme je dis, la Côte d'Ivoire championne d'Afrique, elle a besoin de se réveiller, elle a besoin de marquer un coup. Donc c'est une équipe qui va venir jouer à 200% contre les éléphants. Maintenant, est-ce qu'elle aura les arguments? Bon, on verra sur le match. Mais ils ont beaucoup de lucidité. Une équipe en construction, face à un bon adversaire, mais avec l'envie de réaliser une bonne petite performance. Bien sûr. Donc le Bénin et l'Uruguay peuvent-ils permettre aux éléphants de se bonifier? Écoutons aussi le public sportif ivoirien. Je dirais le match face à l'Uruguay va permettre à la Côte d'Ivoire de plus se bonifier, de plus se montrer, de plus prouver qu'elle est championne d'Afrique. Voilà, le Bénin, par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est une petite nation par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire va permettre, le match Bénin-Côte d'Ivoire va permettre à la Côte d'Ivoire de montrer encore qu'elle est une grande nation d'Afrique. Bon, pour l'Uruguay, c'est une bonne équipe avec de bonnes individualités. Mais pour le Bénin, je pense qu'on aurait pu choisir notre équipe quand même en Afrique. Vraiment, je ne minimise pas les joueurs du Bénin, mais je pense qu'on aurait pu quand même prendre une équipe quand même un peu plus talentueuse, quoi. Je pense que c'est 2 matchs tests. C'est des matchs importants. L'Uruguay, ce n'est pas un petit pays. Et le Bénin aussi, c'est vrai qu'ils n'ont pas participé à la CAN ces derniers temps. Mais je pense qu'ils sont quand même bons. C'est 2 bons tests qui peuvent quand même apporter quelque chose aux éléphants. Je pense que oui. Parce que selon moi, chaque match de football a ses réalités. Pour des équipes qu'on juge moins fortes ou plus fortes, il faut se jauger parce que chaque équipe propose un style de jeu différent. Et donc, ces 2 confrontations-là permettront aux éléphants d'engranger de l'expérience et puis de faire face à des tactiques et à des styles de jeu différents pour apprendre en fonction des compétitions futures qui se présenteront bientôt. Donc, je pense certainement que c'est une bonne expérience pour eux. Ça va apporter un plus à leur jeu, à ce qu'ils peuvent proposer eux aussi, comme jeu par rapport à tout adversaire qu'ils rencontreront dans un futur prochain. Bien sûr que oui, les éléphants peuvent se bonifier avec ce qu'ils nous ont montré pendant la CAN. Surtout la finale de la CAN, ils nous ont montré qu'ils sont devenus une grande équipe. Ils sont en train de se bonifier au fil du temps. Il faut qu'ils croisent de grandes équipes pour pouvoir monter plus de performances. Voilà, donc c'était donc le public sportif ivoirien. Bon, messieurs, moi, une petite question quand même. Que pensez-vous justement de ces Ivoiriens qui n'arrêtent pas de dire que le Bénin, ils n'auraient pas voulu avoir le Bénin en face de la Côte d'Ivoire comme étant comme une équipe moins talentueuse, une petite équipe? Est-ce que c'est juste? Non, c'est pas juste. Non, je pense que les gens comparent le Bénin déjà même à l'Uruguay et voient que le Bénin est en dessous de l'Uruguay. Donc, en prenant ces 2 équipes qui vont affronter la Côte d'Ivoire, la moins forte est le Bénin et la plus forte c'est l'Uruguay. Mais sinon, ce n'est pas comparer le Bénin à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire, non, d'accord. Moi, dans mon esprit, mais si c'est pour comparer le Bénin à la Côte d'Ivoire, je dis bien que sur combien de confrontations, le Bénin a battu qu'une seule fois la Côte d'Ivoire. Mais donc la Côte d'Ivoire, quand même, c'est une très bonne nation de football en Afrique et dans le monde. Et donc la Côte d'Ivoire pourra toujours prouver qu'elle est la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, je n'ai aucun souci. Mais je pense que pour ce match, il se pourrait aussi que le coach voit, parce que moi, je n'ai pas vu encore l'équipe jouer avec 3 défenseurs centraux et peut-être que par moment, le coach pourrait essayer des joueurs, une certaine tactique collective
permettant, voir à certains moments, il faut pouvoir adapter l'équipe à une certaine formation en face. Bon, là, c'est des conseils de coach, à coach, des conseils de coach. Oui, José Diaty. On n'a pas dit que le Bénin par rapport à la est une équipe béninoise de seconde zone, que la Côte d'Ivoire va marcher sur le Bénin et que le Bénin, c'est une équipe faible. Non, pas vous, par rapport à l'élément. Oui, mais il y a quelqu'un dans l'élément, il y a quelqu'un également qui l'a bien spécifié. Il faut aller sur des principes de compétition. J'ai donné 2 exemples bien précis. Quand vous préparez une compétition comme la CAN, quand vous préparez une compétition comme le Mondial, et que vous avez 3 matchs amicaux, le coach choisit 3 matchs amicaux avec différentes intensités. Vous verrez que les 2 premiers matchs sont vraiment intensifs. Et le dernier match, avant de rentrer de la compétition, on s'en va même jouer avec des équipes même de 3e division. Tout ça pour mettre les joueurs en confiance. Parce que pour vous, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. C'est une préparation, c'est normal. C'est comme ça ça se passe. Ouais. Voilà. De sorte à ce que le dernier match, quand les joueurs sortent de cette compétition, les derniers matchs des compétitions, quand on les voit, c'est 4-0. Donc, de sorte à ce que les joueurs, quand ils sortent de cette compétition, ils rentrent dans la compétition des matchs amicaux, ils rentrent dans la compétition avec la confiance. C'est pareil. Pour une équipe de la Côte d'Ivoire qui sort d'une CAN qu'elle a gagnée, elle ne peut pas directement aller rencontrer le Brésil et l'Uruguay. Ce n'est pas possible. Voilà. Parce que ça va freiner, ça peut freiner l'équipe. Voilà. Donc, c'est fait à dessein. Les 2 équipes qui ont été choisies là sont faites à dessein. Une équipe de dimension vraiment internationale et une équipe qui, disons, qui n'est pas mauvaise, mais qui est prenable. De sorte à ce que les joueurs, quand ils rencontrent cette équipe, je ne dis pas que le Bénin ne peut pas gagner, mais de sorte à ce que quand les joueurs rencontrent cette équipe et qu'il y a une victoire et quelque chose, ils répartent une dynamique. Voilà. C'est tout. Très bien. José Diaty, c'est très bien la réponse que vous avez donnée. C'est un autre débat. Justement, cette réponse arrive à point nommé. On a 2 coachs. Pour ceux qui demandent, pour ceux qui n'arrêtent pas de poser la question, comme quoi, mais pourquoi cette équipe du Bénin? Je pense que José Diaty a donné des éléments de réponse. Messieurs, on va avancer, s'il vous plaît. Il ne nous reste pas assez de temps. On va parler, on a un deuxième sujet de l'actu et c'est la Ligue africaine des champions CAF. Bien sûr, on doit parler de l'ASEC Mimosa. L'ASEC Mimosa qui achève son parcours en phase de poule de la Ligue des champions ce samedi au grand stade de Marrakech face au WAC. Bon, déjà qualifié pour les quarts de finale. Oui, l'ASEC est déjà qualifié pour les quarts de finale et assuré de finir en tête. Est-ce que les Mimos ambitionnent simplement de terminer en beauté? Bon, comment l'ASEC doit aborder ce match à venir, coach Kouadio Georges? La SEC ne doit pas réfléchir par 2 fois. C'est une grande équipe de la Côte d'Ivoire qui se retrouve au Maroc. La SEC doit aller chercher les 3 points et revenir, c'est tout. Ce n'est pas dit qu'on est qualifié, donc on va lever le pied sur l'accélérateur ou bien faire jouer. Mais vous pouvez être surpris désagréablement. Et puis, c'est le palmarès de l'équipe qui prend un coup. Donc, quand on sort, toujours, il faut montrer qu'on a de la capacité à pouvoir prouver quelque chose. Bon, mais maintenant coach, il faut regarder quelques éléments. D'abord, la SEC est déjà qualifiée. La SEC est déjà qualifiée depuis la 5e journée. Les jeunes noirs sont qualifiés. Ils ont 11 points. Ils ont fait un superbe parcours depuis le début de cette compétition. 2 fois match nul, 1-1, 0-0 face à l'équipe de Semba. 2 victoires face à Joanning, 3-0, 2-0. Et une victoire lors de la première journée face à l'équipe du WAC. Donc, c'est 3 victoires, 2 nuls. 11 points. La SEC est qualifiée. Parce que derrière les 2 poursuivants de la SEC Mimosa, que sont Semba, 6 points, WAC, 6 points, la SEC est intouchable. Donc, il n'y a pas de pression à se mettre véritablement en allant jouer à cette compétition. Vu que la compétition se poursuit et qu'il y a d'autres compétitions au plan local, je pense que c'est peut-être l'occasion de faire tourner un peu son effectif pour doser un peu le rythme et reposer des joueurs par rapport à la suite des événements. Parce que la SEC est déjà qualifiée, quels que soient les résultats du match, les jeunes noirs sont assurés de terminer premier de la poule. Deuxièmement, il y a l'affaire du Maroc, depuis la CAN. Beaucoup disent que le Maroc nous a qualifiés pour les 8e de finale. Et là, on joue le WAC. Le WAC est 3e. Donc le WAC là, c'est pas la CAN, Roger Stéphane. Voilà. Oui, c'est la Ligue des champions. Oui, mais c'est 2 équipes, une ivoirienne et une marocaine. Oui. Donc le WAC est 3e. Si le WAC gagne la SEC, le WAC pourrait être 2e en entendant le résultat de Semba.
Donc, on ne sait jamais. On sait jamais. Il y a un amour naissant entre Ivoiriens et Marocains depuis le début de la CAN. Enfin bref, je dis ça pour rigoler. Oui. La SEC n'a pas de pression. C'est un match tranquille de préparation, d'entraînement pour les jeunes noirs. À l'extérieur, face à une superbe équipe. Ils n'ont pas de pression. Il faut le gérer tout doucement. Quel que soit le résultat, la SEC est déjà qualifiée. Oui, la SEC est déjà qualifiée. Coach Koli Yaya. Oui, mais moi, je ne suis pas d'avis avec Roger. D'accord. Non, pas du tout d'avis. Parce que je pense que la SEC a besoin de jouer pour avoir le rythme du jeu. Quand on regarde le dernier match que la SEC a livré ici contre Simba, oui. Oui, on a vu une équipe qui manquait du rythme. Tout simplement, cela est dû à l'arrêt de 1 mois qui a occasionné la CAN. Donc, je pense que Chevalier, en tant qu'un technicien, son premier souci, c'est vraiment de permettre à ces garçons de jouer à fond ce match-là pour retrouver toujours le rythme de la compétition. Parce qu'après, la SEC n'est pas encore bien placée dans le championnat. Je crois que la SEC est encore 2e ou 3e. Donc, il va falloir tout de suite retrouver le rythme pour pouvoir donc affronter avec beaucoup de sérénité les échéances à venir. Et même pour la notoriété et même pour l'honneur de la SEC, il faut gagner ce match. Non, je suis désolé, Roger. Quand on parle ici du Maroc, je dis non. On verra bien. Il faut qu'on soit... Non, écoutez, on ne va pas... On respecte les choix de chacun. Oui, évidemment. On ne va pas rentrer dans ce jeu. Il faut être sérieux. Je pense que la SEC est une équipe sérieuse. Julien Chevalier est un entraîneur sérieux. Et je pense que la SEC va jouer à fond ce match. S'il faut gagner le Wydad, il faut gagner pour déjà même faire peur aux autres adversaires en campagne africaine. Voilà, il ne faut pas aller jouer petit bras contre le Wydad parce qu'on est déjà qualifié. Je pense que ce ne serait même pas honorable pour la SEC ni voilà, pour nous. Ce n'est même pas éthique. Voilà, il faut jouer à fond. Même si c'est la dernière journée, il faut jouer. S'il faut battre, il faut battre le Wydad. D'accord, coach. Oui, José Djati. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi il y a une mesure de 2 poids, 2 mesures. En même temps qu'on dit les éléphants doivent accélérer avec le Bénin. Oui. Aujourd'hui, on dit la SEC est déjà qualifiée, donc il faut accélérer un peu. Moi, je dis... Bon, c'est seulement Roger Stéphane qui dit ça. De toute façon. Seulement Roger Stéphane. Ce sont des compétiteurs. Voilà. Il n'y a pas de match à négliger. Qu'on soit qualifié ou pas, on va jusqu'au bout. Et puis, bon, au bout du fil, je pense qu'il y a... Ce n'est pas le résultat, il y a une récompense derrière. Il y a des points à prendre, il y a des points à prendre, il y a toutes choses. Voilà. Donc il faut gagner les matchs. Il faut gagner les matchs, c'est tout. Voilà, nous avons... Il faut gagner des matchs, c'est ce que je retiens. Voilà, c'est ce qu'on retient. Nous avons des images de la SEC Mimosa présentement à Marrakech, rapportées par les médias, du club jaune et noir. On regarde. Oui, non mais alors ça, faites attention, j'ai vu là comment vous faites ça. Chauffez-vous un peu avant de faire des taureaux. Quand on tacle comme ça, on fait des bêtement à l'échauffement. Faites attention, on va les interdire à l'échauffement. Ils savent tous les jours. Mais c'est très risqué pour vous. Là, comment il y a un match de championnat. Voilà, donc on vient de voir donc, les mimos qui s'entraînaient à Marrakech. Bon, est-ce que le fait que le match se joue à Marrakech, est-ce que c'est un avantage pour le WAC ou plutôt pour la SEC Mimosa? Coach quoi de Georges? Ben oui, quand vous êtes sur votre terrain, quand même, tout le monde pense que avoir le terrain, c'est un avantage avec l'environnement, les supporters, les vestiaires, tout. Vous êtes chez vous. Bon, la SEC va s'accoutumer avant de pouvoir peut-être attaquer tout ça. Donc, c'est un avantage, mais c'est léger. Ce n'est pas assez significatif pour que ça puisse jouer sur le résultat d'un match. Mais c'est important d'être chez soi, le climat et tout. Il y a certaines choses qu'on maîtrise qui vous facilitent cette compétition-là. Mais je dis que ce n'est pas fondamental pour que vous gagnez votre match. Roger Stéphane? Non, c'est vrai que le WAC ne sera pas sur sa base, c'est bien ça. Oui. Mais bon, ça reste la terre marocaine. Ces équipes-là sont généralement très redoutables à domicile, même si, je crois, lors de la première journée, l'équipe du WAC a perdu à domicile. Après, ils ont enchaîné notre défaite. Et puis après, l'équipe s'est réveillée un peu. Je pense que c'est l'équipe qui elle a une bonne dynamique en ce moment. Elle a fait 2 victoires de suite. Donc oui, elle voudra bien terminer. Et je pense qu'elle est tenue de faire un résultat face à l'équipe de la SEC Mimosa pour espérer se qualifier tout en entendant le résultat de l'équipe de Simba. Maintenant, j'ai écouté les autres sur la question de l'engagement de la SEC.
Moi, je ne sais pas où est la pression pour la SEC Moussa sur ce match. Oui, je ne vois pas quelle est la Vous revenez pression. dessus. Oui, je ne vois pas quelle est la pression pour la SEC Moussa. Moi, si Julien Chevalier, je fais tourner mon effectif. Hein. Je vous l'ai dit, je suis Julien, je fais tourner mon effectif. Que je gagne ou pas, je suis leader de ma poule, je termine premier, il n'y a pas de pression à mettre peut-être certains garçons en difficulté. Ici, le championnat a repris. Donc, certains matchs, je dis, il compte pourquoi? Il compte pourquoi, la vérité? Peut-être gagner un peu d'argent sur une victoire, il compte pourquoi? Pour voir un peu la... C'est votre avis. Voilà, donc je pense que contrairement à l'entame de la compétition, les jeunes noirs n'ont aucune pression. Ils n'ont aucune pression. C'est un match qu'ils peuvent négocier d'une façon ou d'une autre. L'essentiel est déjà fait. Ce que la SEC a réussi, qui est magnifique depuis le début de la compétition, c'est que très tôt, les jeunes noirs se sont mis à l'abri. Très tôt, ils se sont mis à l'abri avec une bonne machine, de très bons joueurs, un très beau coaching. Maintenant, là, la SEC a déjà fait l'essentiel. Est-ce qu'ils ont la pression de la victoire? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce n'est pas mon point de vue. D'accord. Ce que je retiens dans vos propos, Roger Stéphane, c'est que pour vous, le coach Julien Chevalier doit faire tourner son effectif. Oui, parce que moi, en tout cas, moi, j'aurais fait ça. J'aurais fait tourner mon effectif pour voir un peu d'autres garçons, etc., etc. Parce que, comme je dis, on a déjà qualifié. D'accord. Coach Koneyaya. Oui, mais moi, je dis que il faut pas. Il y a des habitudes qu'il ne faut pas prendre. Aujourd'hui, nous voulons que nos clubs soient performants à tous les niveaux. Donc, à attendre Roger parler, oui, la SEC est déjà qualifiée, donc ceci est une raison. À l'entendre parler, c'est que, voilà, ce match-là, peut-être même il fallait envoyer les U20 de la SEC. Voilà, à la rigueur, les U20 de la SEC pour jouer ce match, parce que ce match est sans importance. Non, quand on est compétiteur, nous qui sommes compétiteurs, quand on est dans notre environnement, on n'a que la gagne. Voilà, il faut gagner, il faut cultiver et cet esprit de gagne. Si maintenant, parce qu'on est qualifié, ok, on va faire tourner l'équipe, on va faire ce qu'on veut, mais attends, après il y a les phases éliminatoires. Qu'est-ce qui va se passer après? Il faut maintenir ces jeunes gens-là dans cette dynamique de victoire. Moi, personnellement, en tant que technicien, à la place de Julien, j'aurais mis mon 11 titulaire pour gagner ce match et je gagnerai encore parce que ça fait un mois que mes jeunes n'ont pas eu de véritables matchs dans les jambes. Ouais. On l'a vu, ils ont souffert et ce n'est pas évident que s'il fait tourner son équipe, quand ils vont revenir dans le championnat national, que ce sera facile. On a vu aujourd'hui cette année la SEC perdre. On a vu la SEC perdre aujourd'hui des matchs en championnat. Donc, je sais que Julien, étant un entraîneur quand même qui a une somme d'expérience, il saura dire à ses garçons, il saura mettre son équipe type pour gagner. Je crois après, ils doivent aller au Ghana. Au Ghana, oui, bien sûr. Voilà, ils ont un match de gala. Oui. Voilà, là, au match de gala, moi, je reposerai mes titulaires et je ferai jouer. Oui. Voilà, ceux-là, parce que là, maintenant, voilà, il faut décompresser. Mais maintenant, si, dans une compétition, très tôt, on doit, enlever la pression de la compétition pour leur dire, bon, vous, reposez-vous, parce qu'on est déjà... Mais là, c'est mal parti pour la SEC. Nous voulons voir la SEC, cette année, remporter cette Ligue des champions africaine. Donc, il faut du sérieux, il faut se mettre au travail. On n'a pas le droit de dormir, de se reposer un instant. Très bien, c'est très bien dit. Prenons donc l'avis d'un autre coach, un coach Kwadjo Georges. Une seconde, effectivement, vous l'avez évoqué, hein, la SEC Mimosa qui aura un match de gala mardi prochain, justement, face à la Santé Kotoko. Oui, coach Kwadjo Georges. Oui, on va revenir quand même sur les propos de Roger. Bon, assez rapidement, parce que là, assez rapidement, on tire parce que à la pour fin moi, de il y a deux volets. Il y a le volet sportif où il y a l'éthique, où il faut que la SEC se respecte et jouer et aller gagner. Et aussi, il y a un peu de sous à gagner parce que la SEC, c'est une machine, c'est une industrie. Il faut que Maître Roger Ognien trouve toujours de l'argent pour payer tous ses joueurs. Il a combien d'employés? Donc, où il peut avoir un peu de sous, c'est important. Donc, pour moi, s'il gagne ce match, il va gagner un peu plus et puis ça va aider le club. Il ira peut-être au Ghana, reposer certains joueurs et puis jouer d'une manière festive, tout ça. Mais là, c'est une compétition, qu'il respecte la compétition et que aussi, comme l'a dit Yaya, le match contre Simba, on a vu, aujourd'hui, Sankara n'est pas là. Il faut trouver des gens qui vont remplacer, voilà, pour trouver les automatismes. Donc, on a manqué quand même certaines occasions nettes ici. Donc, s'ils ne jouent pas constamment ensemble, il va sans dire que par moment,
il va y avoir de l'eau dans le gaz. C'est bien compris en tout cas, messieurs. Déjà, voyons le classement, hein, le programme du groupe B. Le classement et le programme du groupe B. La SEC Mimosa est premier de cette poule avec 11 points plus 6. Deuxième, Simba, 6 points plus 1. Troisième, Wydad de Casablanca, 6 points moins 2. Et puis en quatrième position, l'équipe de Jwaneng Galaxy, 4 points moins 5 pour le programme de cette sixième journée. Le WAC reçoit évidemment l'équipe de la SEC Mimosa. Simba FC joue contre l'équipe de Jwaneng de Galaxy. Il faut savoir que la SEC Mimosa est déjà qualifiée. Par contre, cette sixième journée sera décisive aussi bien pour l'équipe du WAC, pour l'équipe de Simba et pour l'équipe de Jwaneng de Galaxy. D'accord, voilà, c'était donc le programme. Bon, la grande team ce soir, c'est terminé. C'est terminé pour cette semaine. Merci beaucoup, messieurs. Merci, coach Koneyaya. Le micro. Oui, merci beaucoup, Marie-Christine. Ce fut vraiment un réel plaisir d'être sur votre plateau. Plaisir partagé. Voilà, merci. Plaisir partagé. Merci, José Diati. Merci, et puis à bientôt. Merci, Roger Stéphane. On se retrouve à le même groupe pour décortiquer le match de la SEC. Merci, coach Kwadjo Georges. Toute belle femme, merci. Merci. Merci, vous êtes aimables, messieurs. Voilà, très chers téléspectateurs, voilà, on a terminé pour cette semaine. N'oubliez pas les matchs de la Ligue 2 qui seront retransmis en direct sur la 3. Nous, on va essayer de se reposer et se retrouver lundi, en début de semaine, toujours en direct sur la 3, 20h30, 22h. Donc, on vous souhaite bon repos, bon week-end aussi. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.